Bonjour à toutes et à tous. Hier soir, je suis allé faire mes courses dans un supermarché Leclerc, après quoi j'ai fait le plein de mon véhicule en gasoil. Première chose que j'ai constatée, c'est que dans le Leclerc, il y avait un certain nombre d'étalages qui étaient complètement vidés, en mode pénurie. Je me suis posé la question de c'était pourquoi. Sur le moment, j'ai pensé que c'était à cause de la situation actuelle en Iran, mais suite à un échange avec un contact, on m'a informé que concernant les étalages, c'était lié à des grèves au niveau des entrepôts de stockage de marchandises. Donc voilà, donc apparemment ce serait l'explication. Moi au début, j'ai pensé que c'était les gens qui s'étaient rués sur les magasins par peur de, des conséquences de la situation en Iran, comme ils l'avaient fait lors du Covid, et qui s'étaient comme des abrutis, qu'ils avaient constitué des stocks n'importe comment. Pendant le Covid, on rappelle, les gens s'étaient rués sur le PQ, etc. Et ça avait donné des scènes assez absurdes, assez ridicules. Donc là, j'ai pensé que c'était à nouveau la même chose. Et ce qui m'avait le plus frappé, d'ailleurs, je m'étais dit, parce que les étalages qui étaient vides, c'était le fromage, le yaourt, enfin ce genre de choses qui en plus ne se conservent même pas. Ça aurait été les conserves ou les pâtes, j'aurais encore compris, mais là, pas de sens. Et je m'étais dit c'est débile. Mais donc du coup, a priori, ce serait plutôt lié à une grève au niveau des entrepôts. Au passage, petite parenthèse, euh, au cas où ça viendra à l'idée de certaines personnes de faire des stocks par rapport à l'Iran, c'est pas en dernière minute qu'on fait des stocks. On n'attend pas le moment où ça pète pour faire des stocks. En fait, les stocks, c'est en amont qu'il faut les faire. Parce que si vous faites vos stocks maintenant, là, alors que vous vous inquiétez, ce que vous allez faire, c'est nous mettre tous collectivement encore plus dans la merde. Parce que en vous ruant dans les supermarchés ou aux pompes à essence, ça marche aussi pour faire vos stocks, bah vous allez artificiellement créer des pénuries et donc une inflation. Et donc ça fait perdre tout le monde au final. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais paniquer dans ce genre de situation. Et pareil pour le gasoil, donc là pour le coup effectivement, il y avait des queues interminables à la pompe à essence. Et la première pompe à essence que j'ai pu avoir, il y avait carrément plus de gasoil dedans, une pénurie. Donc ça pour le coup c'est pas des grèves, c'est vraiment les gens qui paniquent par rapport à l'Iran. Et c'est pareil, c'est complètement con. Alors si vous vous posez la question, moi j'y étais pas pour faire comme ceux que je dénonce, hein, évidemment. Moi je faisais juste mes courses de début de mois et mon plein de début de mois comme d'habitude en fait. Mais par contre là, il y a vraiment eu un effet de gens qui ont paniqué par rapport à l'Iran et qui sont allés en vitesse faire leurs courses et leurs courses du coup je sais pas. Il y a peut-être quand même un peu de ça, hein, mais a priori c'est principalement les entrepôts qui font grève. Mais en tout cas pour le gasoil, c'est vraiment les gens qui paniquent. Voilà. Donc c'était un peu la petite introduction de cette vidéo. Je voudrais un peu parler de l'Iran, justement. Un énième pays qu'on bombarde pour y établir la démocratie, hein, on connaît. Hein. Après la Syrie, après la Libye, après l'Irak, et tous ces pays dans lesquels l'Occident a importé la démocratie à coups de bombe, et ben nous voici désormais en Iran, hein, où on va héroïquement sauver le peuple iranien, et notamment les femmes iraniennes, de la dictature des mollahs, hein, comme ils disent à coups de bombe, hein, en bombardant des écoles, en tuant des petites filles, voilà, puisque c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et on dit que tout ça c'est pour leur bien, évidemment. Hein. C'est toujours pour leur bien quand on bombarde des peuples, évidemment. Les Amérindiens aussi c'était pour leur bien, bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a encore une fois, une énième fois, ce Donald Trump qui trahit encore une fois son électorat, puisque on n'oublie pas que Donald Trump a été élu à la base sur un programme quasiment pacifiste, en tout cas sur un programme isolationniste. Et depuis qu'il est revenu au pouvoir, il enchaîne guerre sur guerre. On a eu le Venezuela, là on a l'Iran. Le gars est en roue libre, il a menacé le Groenland, il fait un blocus sur Cuba, il s'arrête pas, le gars en fait c'est un Bush sous stéroïdes littéralement. Euh, il est bien loin de ce qu'il avait promis à son électorat et ça je pense que qu'on peut plus l'ignorer. Voilà. Il semblerait que les États-Unis aient frappé l'Iran parce que Israël allait de toute façon attaquer l'Iran, ce qui allait précipiter les États-Unis dans la guerre dans tous les cas. Donc, du coup, les États-Unis, de manière préventive, ont décidé d'attaquer l'Iran. Donc c'est là qu'on voit que les États-Unis sont totalement tenus par Israël et que c'est pas l'inverse, parce qu'il y a certaines thèses de gens qui
prétendent que c'est plutôt Israël qui est tenu par les États-Unis. Or, on voit bien là que c'est le contraire. C'est les États-Unis qui sont le toutou d'Israël, en fait, en réalité. C'est ça qui se produit, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Eh bien, tout simplement que ça va nous foutre dans la merde. Hein, parce que là, les Iraniens sont en train de bloquer les flux de circulation au niveau du gaz et du pétrole. Donc évidemment, ça va provoquer des difficultés d'approvisionnement pour l'Europe et l'Occident de manière générale. D'autant que nous, comme des bons abrutis qu'on est, on refuse déjà de commercer avec les Russes. Donc là, bah, ça va compliquer encore plus notre situation. Si encore on voulait bien faire du commerce avec les Russes, ça pourrait se régler de manière beaucoup plus simple. Mais on a décidé qu'on allait faire la gueule aux Russes. Donc, bah, du coup, on est dans la merde. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des difficultés à s'approvisionner en gaz et en pétrole. Donc, les prix vont monter. Mais pas seulement les prix du gasoil à la pompe ou du gaz. Hein, tout va monter, y compris les denrées alimentaires et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que tout ceci nécessite du transport par les routes et donc du carburant. Donc tout va augmenter avec ces conneries. Tout ça parce qu'on se mêle d'affaires qui ne nous regardent pas. Parce que ce qui se passe en Iran, ça ne nous regarde pas. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, moi je suis contre le principe d'imposer une religion de manière autoritaire par la force de l'État. C'est pas mon modèle politique. Mais malgré tout, si le peuple iranien n'aime pas ce système, c'est au peuple iranien, de manière souveraine, de prendre son destin en main et de renverser son gouvernement. Nous, les Occidentaux, nous n'avons pas à nous mêler de ces affaires, d'autant qu'on sait que derrière, il y a les intérêts sionistes cyniques, parce que l'Iran est la seule puissance au Moyen-Orient qui s'oppose réellement au sort qu'inflige Israël aux Palestiniens, et que les Israéliens savent pertinemment qu'une fois l'Iran hors jeu, ils auront les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent aux Palestiniens, et même pour établir, pourquoi pas, leur grand Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate, puisque c'est ce qu'ils aimeraient faire, puisqu'ils prennent l'Ancien Testament comme un cadastre. Et donc voici les vrais intérêts qu'il y a derrière ça. Et nous, les Occidentaux, c'est pas nos affaires, on ne devrait pas se mêler de ce qui se passe là-bas, en aucun cas. Et comment on réagirait, nous, si l'Iran nous bombardait parce qu'il nous trouve décadents, par exemple? On trouverait que c'est inacceptable, ou je sais pas, la Corée du Nord, par exemple, peu importe. Mais nous, dans l'autre sens, on se permet toujours d'imposer notre modèle aux pays étrangers. Et ça, c'est en tout cas, au minimum, fortement critiquable. Autre chose qu'on a vu, on a vu Macron faire le malin en disant qu'il allait augmenter le nombre de têtes nucléaires et que si on voulait, nous les Français, on pouvait éradiquer n'importe quel pays sur Terre. J'ai envie de dire à la niche le caniche. Et je vois qu'on va peut-être se mêler de ce qui se passe en Iran parce que, si j'ai bien compris, on a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Iran. Il me semble avoir lu ça quelque part. Bref, ils vont encore nous foutre dans la merde sur un front supplémentaire, comme si on avait que ça à foutre, quoi, vraiment. Et, enfin bref, Macron, quoi. C'est pour pas changer. Je voudrais aussi revenir sur le traitement médiatique qui a été infligé à Mélenchon au cours des derniers jours, parce qu'on l'a accusé une première fois d'antisémitisme, parce que dans un discours, il a dit en gros qu'il fallait dire Epstein et non Epstein par rapport au dossier Epstein. Moi aussi je dis Epstein d'ailleurs. On l'a accusé par rapport à ça d'être antisémite. Et il a également dit Glucksmann pour désigner Glucksmann. Et donc du coup ils disent aussi que c'est antisémite parce que c'est des clichés sur les non-juifs ou je sais pas quoi. Écoutez, on peut critiquer la France insoumise pour de nombreux sujets. Ils ont bien des défauts. Mais par contre là c'est ridicule. Si on prend le cas de Glucksmann, Mélenchon a juste fait un genre de jeu de mots, pas très recherché, j'en conviens, c'est pas hyper drôle, mais c'était juste un jeu de mots et je vois absolument pas ce qu'il y a d'antisémite dans le fait de dire Glucksmann au lieu de Glucksmann. C'est comme dire le gouvernement, quoi. C'est pas très drôle, mais c'est juste un jeu de mots à la con, quoi. Faut vraiment me dire ce qu'il y a d'antisémite, si ce n'est qu'effectivement Glucksmann a des origines juives, mais c'est pas parce qu'on critique une personne d'origine juive qu'on est antisémite.
Et sur le coup de Epstein, je suis désolé, effectivement, on voit bien qu'il y a un narratif médiatique qui veut dire à tout prix Epstein pour qu'on pense que c'est Poutine, que c'est comme Poutine ou Lénine ou Douguine ou quoi, et qu'on pense que Epstein c'est un russe. D'ailleurs, c'est raccord avec le narratif des médias occidentaux qui nous présentent Epstein comme un agent du FSB. Or, en réalité, ça devrait plutôt se prononcer Epstein comme Einstein, par exemple. Donc, pourquoi on dit Einstein et pas Einstein? Dans ce cas, effectivement, c'est débile. Il n'y a rien d'antisémite à le soulever, en fait. Alors, à moins de faire un procès d'intention à Mélenchon et de, et de dire qu'il fait exprès de surfer sur des codes qui peuvent être potentiellement dans l'histoire utilisés par des mouvements antisémites et tout ça. Mais là, on est dans le procès d'intention. Moi, je sonde ni les reins ni les cœurs. Je peux pas vous dire si si Mélenchon est antisémite au fond de son cœur. Hein. On peut pas le décider à sa place, ça, en fait. De la même manière, peut-être effectivement qu'il a voulu faire de la provocation. Peut-être qu'il a voulu faire le buzz parce qu'il savait qu'en disant ce genre de choses, ça allait énerver des gens. Mais encore une fois, il y a une différence entre surfer sur de la provocation, sur des propos sulfureux pour faire le buzz et être réellement antisémite. Alors on peut trouver que c'est pas malin, que c'est pas bien, que c'est immoral ou je sais pas quoi, mais les mots ont un sens quand même. L'antisémitisme, ça a une définition bien précise. C'est pas juste dire des trucs avec des connotations. Enfin, je veux dire, c'est un peu aller trop loin. D'ailleurs, sur la France insoumise de manière générale, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, mais moi je trouve qu'on n'a pas vraiment d'éléments pour dire qu'ils sont antisémites. Ils sont antisionistes, certes, peut-être même antisionistes radicaux, mais l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, même si certains aimeraient le dire, mais je trouve ça grotesque en fait. Je trouve ça grotesque de dire que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de l'essentialisme. C'est considérer qu'une personne est mauvaise parce que juive. Voilà. J'ai jamais vu un seul membre de la France insoumise dire ça. Je veux dire, de toute façon, ce serait incohérent parce que la France insoumise est un mouvement objectivement de gauche. Or, la gauche est par nature anti-essentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gauche refuse l'idée qu'une personne, qu'on puisse attribuer des caractéristiques à une personne en fonction de sa condition à la naissance. Donc, en fonction de sa religion, de sa race ou de son ethnie réelle ou supposée, de son orientation sexuelle, de son sexe, etc. Les gens de gauche considèrent que on ne peut pas considérer que les caractéristiques d'une personne sont dues à de tels éléments. Donc une personne de gauche ne peut pas être antisémite, parce que être antisémite, c'est considérer qu'une personne a des caractéristiques qui sont liées directement à sa judéité. Donc c'est pas raccord avec le discours de gauche. Maintenant qu'il y ait des gauchistes qui soient antisémites individuellement, oui, évidemment, ça existe. Mais ils sont pas cohérents, parce qu'il y a un bug en fait dans leur matrice. Ça va pas avec le reste, en fait. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas faire système, si vous voulez. Il y a aussi des phénomènes de... Vous savez, il y a des gens qui sont racistes ou antisémites ou ce genre de choses et qui n'en ont même pas conscience, en fait. Qui le sont, ou qui en ont conscience mais qui le refoulent, en fait. Et à gauche, il y a beaucoup ça. Vous savez, tous ces bien-pensants de gauche qui font la morale aux autres en permanence, mais qui eux-mêmes sont les premiers à avoir des préjugés sur les Noirs ou sur les Arabes, ou etc. Il y en a énormément, évidemment. Mais du coup, c'est pas lié à leur idéologie, c'est pas structurel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans le discours de LFI, il n'y a pas d'antisémitisme structurel. C'est pas une composante de leur doctrine, si vous voulez. Donc on peut pas dire que ce parti est structurellement antisémite. On peut peut-être dire qu'il y a peut-être éventuellement, j'en ai pas d'exemple précis, mais éventuellement des individus antisémites au sein de ce parti ou des dérives antisémites, mais ça ne, c'est pas structurel, si vous voulez. Ça peut pas suffire pour désigner les filles de partis antisémites, en fait. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Après, vous avez des idéologies qui sont des synthèses, bien sûr. Et qui sont au-delà des principes de gauche et de droite. Vous pouvez avoir des idéologies qui sont marxistes, par exemple sur le plan économique, mais qui reprennent des éléments comment nationalistes ou autoritaires ou essentialistes. Par exemple, c'est le cas en Corée du Nord. Mais là, du coup, pour moi, de mon point de vue, on n'est plus sur de la gauche pure. On est sur autre chose, sur quelque chose au-delà. C'est pas de la droite non plus. Le fascisme, par exemple, ça correspond bien à cette définition-là. Voilà.
Mais pour moi, LFI n'appartient pas à cette catégorie. LFI est vraiment de gauche pour le coup. Et encore une fois, je dis pas ça pour les défendre, mais moi, je ne me considère pas spécialement de gauche. Moi, je me considère en dehors de ces clivages. Mais objectivement, LFI est un parti de gauche et structurellement n'est pas un parti antisémite. Ça me semble absurde de prétendre le contraire. Alors après, c'est pour ça que j'aime pas ces cases, parce que la définition de la droite et de la gauche, ça ne fait que varier en fonction du contexte historique, géographique, etc. Par exemple, Napoléon, si on le compare à maintenant, ça sera un dirigeant d'extrême droite, mais si on le compare à 1626, c'est un dirigeant d'extrême gauche, en fait. Donc, ça fait que bouger. C'est pareil, les communistes des années 60, aujourd'hui, on les verrait comme des mecs de droite, voire d'extrême droite. Donc, ça veut pas dire grand-chose, ces trucs-là, en fait. Et, mais enfin bon, en tout cas par rapport au référentiel de la France actuelle, LFI est bien un parti d'extrême gauche, enfin de gauche radicale, ou appelez ça comme vous voulez. Je veux dire, c'est aberrant de prétendre le contraire. Moi je pense que tout ça contribue à un narratif, je vous l'ai déjà expliqué, de diabolisation de la France insoumise, parce que pendant longtemps l'opposition au système c'était surtout l'extrême droite, mais entre-temps l'extrême droite c'est devenu des laquais, c'est devenu les idiots utiles du système. Et maintenant, c'est eux qui jouent le rôle qui était assigné aux Antifa à l'époque, en gros. Et maintenant, on considère que l'opposition, c'est plutôt l'extrême gauche. Donc on a besoin de diaboliser l'extrême gauche et de créer une espèce d'anti-Jean-Marie Le Pen. Donc de Jean-Marie Le Pen, mais de gauche. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne ce rôle, en fait. Qui sert de croque-mitaine, qui sert d'épouvantail pour diaboliser les mouvements de gauche. Et en fait, c'est ça la stratégie, c'est d'inverser le principe du cordon sanitaire et du barrage républicain pour l'appliquer à la gauche, en fait, tout simplement. Parce que les enjeux ont changé, comme je vous l'ai déjà dit, le système est cynique, le système n'a pas d'idéologie, et ses adversaires changent en fonction du contexte, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est la droite qui sert les intérêts du système. D'ailleurs, j'ai vu une photo des militantes de Némésis, ce groupe qui se dit nationaliste de droite, féministe de droite, pardon, et donc qui militait contre l'Iran avec des affiches fuck Ramenei, fuck Iran, machin. En fait, vous savez ce qui est apparu dans mon esprit quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé les Femen. Vous vous rappelez les Femen dans les années 2010, 2015, on va dire. Elles faisaient beaucoup les manifs pour le mariage homosexuel et tout ça. C'était des militantes payées par George Soros qui manifestaient seins nus avec des slogans sur la poitrine, des slogans, ça disait un peu la même chose en fait. Ça disait, à l'époque c'était fuck. Alors désolé, j'ai presque plus de mémoire sur la vidéo, donc je vais devoir me dépêcher de terminer. Je disais à l'époque, donc sur leur poitrine, elles avaient des slogans style fuck Poutine, fuck Bachar el-Assad ou ce genre de personnages. Et en fait, elles étaient à mort alignées sur l'agenda. On les a vues en Ukraine aussi pendant le Maïdan. Elles étaient à mort alignées sur l'agenda sioniste, globaliste, etc. Sauf qu'à l'époque, c'était des militantes plutôt proches de la gauche féministe. Là, avec Némésis, on a la même chose, sauf qu'elles sont un peu plus habillées et qu'elles militent cette fois-ci pour la droite mondialiste, crypto-sioniste, quoi. Donc, mais c'est la même chose, structurellement, c'est la même chose, elles jouent le même rôle. C'est juste que les cartes ont été redistribuées. Voilà, tout simplement. Donc j'en termine avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à la partager, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.